la ivine mechi hangen me pulue. Pengane la mechi waga. Amela mekuna yange si me pulue eka te tro nidro ti amechi. Nye nei ite tsene fwe muna peka. Nidro ti hila lue thupa de sid kachat ke tha ho nidro ti ka tro amechi mais toi ici mais alema. Mais voilà, Wanga est décédé le 6 1917. Il a été jeté à l'eau, dans les flots. Et c'est pourquoi les autres sont rentrés seuls avec lui, qui était volontaire avec lui. Dès septembre 1914, plus de 1000 Calédoniens sont mobilisés pour partir au front en Europe, où la guerre fait rage. Aucun Kanak ne sera du voyage, car ils ne sont pas citoyens, mais sujets de la République. Soumis au régime de l'indigénat, ils ne sont donc pas mobilisables. Mais rapidement, le besoin se fait sentir de recruter plus d'hommes. On commencera donc à chercher dans les tribus les futurs tirailleurs du bataillon du Pacifique. Dans un même élan, ces différentes populations iront combattre pour la France. Certains ne reviendront jamais, comme les soldats Kalepo, morts au front, ou Waga, abîmé en mer suite à son décès dû à une blessure de guerre. Leurs descendants nous racontent. Waga, c'est celui-là. Ça, c'est sur à la Marne, près des tranchées. Quand je vois les volontaires, 5 volontaires de la petite tribu de Rodé. 5. Mais c'est beaucoup. Parce que il y a bien quelque chose qui les pousse. C'était un dimanche 20 février 1916. Waga, c'est mon grand-père à moi. Celui-là, il va devenir pasteur. Pouloué, Huazinge, Unine, tout ça, c'est de la même tribu. Et puis, mes 2 grands-pères, il y a Waga, Samola, Samuel. Et Pouloué est revenu, Huazinge est revenu, Unine est revenu, vieux Samuel, le grand frère à lui, est revenu. Alors en Nouvelle-Calédonie, en réalité, le gouverneur a été averti depuis presque un mois en raison de la situation géopolitique en Europe et un peu partout dans le monde. Mais il fait afficher l'avis de la déclaration de guerre le 5 août, donc quelques jours après la déclaration officielle en métropole. Et le 5 août, donc, il annonce la mobilisation de tous les citoyens français. Donc à ce moment-là, il lance l'avis de mobilisation pour les citoyens français. Alors, qui sont les citoyens français à cette époque-là? Il y a bien entendu les colons, qui eux sont recensés, ils votent, etc. Et il y a aussi ceux qu'on appelle les créoles, qui votent aussi parfois quand ils ont atteint l'âge, qui sont nés de parents métropolitains dans la colonie, et de parents métropolitains citoyens français. La Nouvelle-Calédonie est une colonie dans laquelle il y a des indigènes qu'on dit aujourd'hui le peuple premier. Donc depuis 1887, ils sont sous
statut de l'indigénat, ce sont donc des indigènes de la République, et eux, ils ne sont pas du tout concernés par une quelconque mobilisation, au moins dans un premier temps. Envoyer dans la métropole un plus grand nombre de mobilisés serait revenu à livrer notre possession australe aux pires agents de désordre. La disproportion numérique entre la population française libre d'une part et l'élément indigène, asiatique et pénal de l'autre fait clairement ressortir la gravité d'une mesure aussi dangereuse. À partir du moment en 1915 où le Parlement français voit qu'il y a énormément de pertes et qu'on n'arrivera pas simplement avec les citoyens français mobilisés en métropole et d'ailleurs dans les autres colonies, on n'arrivera pas à avoir le nombre à la fois de soldats mais d'ouvriers aussi dont la France a besoin. Donc à la moitié de l'année 1915, la loi concernant les indigènes est votée. Et pour la Nouvelle-Calédonie, le décret passe en décembre 1915 et la première campagne d'engagement commencera à la fin du mois de janvier 1916. Demain, dimanche 4 juin, embarquent 661 tirailleurs du Pacifique par le Gange. C'est avec le plus vif plaisir que nous constatons chez nos indigènes de belles aptitudes militaires, développées surtout par leur intelligence, leur force physique et leur bravoure native. Le total des indigènes enrôlés est de 712. Dans ce nombre, on compte 456 protestants, 201 catholiques et 55 païens. Kalepo, c'est chez nous on dit mon grand-père, mais en fait c'est mon grand-oncle, c'est le frère de mon grand-père. En étant enfant, on discutait beaucoup plus en termes de confidence avec nos tantes dans la case. Et elle parlait d'un certain grand-père qui était parti. On disait qu'il était parti à la guerre, qu'il était taillé comme une armoire. Donc après, ces informations complétaient un peu, ils remplissent nos mémoires, puis donc on s'accrochait à ça. Kalepo, né approximativement en 1889 à Tribu de Tiga, circonscription de Lifou, engagé volontaire pour la durée de la guerre à Nouméa, le 21 mars 1916, décret du 3 décembre 1915, incorporé à la compagnie des tirailleurs des îles du Pacifique, arrivé au corps le 22 mars 1916 et tirailleur de 2e classe le 10 jours. C'est un engagement par défaut. Il a entendu parler de l'engagement de mon grand-père Dirk pour l'armée. Et mon grand-père Dirk venait juste de se marier. Écoute, tu laisse-moi aller à ta place puisque tu viens de te marier. Voilà. Donc c'était un engagement par défaut, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il est rentré il s'est enrôlé dans les forces militaires, quoi. Negei tirari na wina borira ka kereye genya korenido na baocheki na baive. Il demande à Dieu de les aider dans leur souffrance. Il parle des nouvelles un peu de leur souffrance, quoi. Il demande l'aide de Dieu pour les soutenir moralement. Une correspondance fournie avec lui. Certains deviendront parmi les premières personnalités kanak à exercer des fonctions dans la société, tels Kowe Bouillant, grand chef des Poi et futur instituteur, ou encore Achoma Néron, qui fit partie des premiers infirmiers. Dans ses lettres, ils racontent leur voyage, ce qu'ils vivent, et surtout leur reconnaissance envers Dieu. Cher Monsieur et Madame Lennart, nous voici, les étudiants et les élèves de votre fils à Doneva. Nous vous remercions de tous nos cœurs de votre cadeau de Noël que vous nous avez expédié. Ici, nous sommes tous en bonne santé, le temps est beau et très chaud. Nous avons eu aussi les bonnes nouvelles de Doneva et de nos familles. Mon cher Monsieur Lennart,
Je suis heureux de vous écrire cette lettre pour vous annoncer mes nouvelles qui sont aussi bonnes. Nous voilà encore en Légion depuis le 18 juillet, et nous avançons toujours et traversons l'Aisne à la nage, puisque les Calédoniens sont des nageurs, et occupons Soissons. Je suis très content des tirailleurs parce qu'ils marchèrent avec confiance et ont fait honnêtement leur devoir. Maurice Lénart, né à Montauban le 9 mars 1878, est un pasteur, ethnologue et missiologue français. Au début du XXe siècle, les autorités protestantes se préoccupent de l'évangélisation des Kanaks et Maurice Lénart est envoyé comme missionnaire par la Société des missions évangéliques de Paris en 1902 en Nouvelle-Calédonie. Il y fonde la mission de Doneva, dans la vallée de Wailou. Il fut l'un des premiers ethnologues à étudier dans les détails la société kanak et à s'intéresser à leurs conditions de vie. Il fut aussi un acteur important du départ des volontaires pour la guerre. Il les a conseillés. Lui, c'était le pasteur qu'il faut aller aider la France, à défendre la France, tout ça. Et c'est comme ça que les gens venaient à Doneva pour se porter volontaire. Et c'était pendant les fêtes chrétiennes que lui, il parlait de la guerre et puis il faut se porter volontaire. Et c'est comme ça que les lettres sont parties de Wailou pour aller aux îles, à Marais, à Lifou, pour qu'il y ait des volontaires là-bas. Parce que c'est prêché le dimanche. Quand je vois les volontaires de Lifou, c'était le dimanche. Parce qu'ils allaient au culte. Et c'est au culte qu'ils écoutaient la bonne nouvelle qu'il faut aller en France pour défendre la France. Et les dates relevées par mon grand-père sur le cahier, là, tu vois, c'était toujours dimanche. Tu vois, Ouaga, il a été recruté à Lifou un dimanche. Et ici aussi, ça a été recruté ici, mais ici le dimanche. On a finalement compris que le pourquoi de leur engagement, en fait, c'est deux discours. Le discours coutumier et le discours religieux. Il faut savoir qu'à cette époque, je parle des protestants, mais c'est aussi bien chez les catholiques, que le discours, c'est d'aller défendre la mère patrie, ou le pays qui nous a amené l'évangile. La société kanak était conditionnée par ce marqueur très puissant, marqueur sociétal, qui est l'évangile, quoi. Ces deux discours ont été portés dans toutes les tribus kanak, aussi bien des îles Loyauté que de la Grande Terre. Donc, quand le grand chef il parle, c'est plus qu'un nom, quoi. Il faut y aller, quoi. Donc, à mon sens, c'est ce qui a expliqué l'engagement de mon grand-père puis de deux autres grands-pères de Tiga sont engagés dans l'armée. En lisant en particulier les sermons des prêtres, en lisant tout ce que disait le pasteur Lénart, eh bien, ils ont été énormément encouragés par les pasteurs, par les prêtres, les curés. Et ce qui était, j'allais dire, presque normal, puisque les Européens qui vraiment avaient le plus de contact, on peut dire, avec le monde kanak, c'était les missionnaires. L'histoire du bataillon du Pacifique, elle est assez simple. C'est-à-dire que dès l'instant où on mène les campagnes d'engagement, les jeunes gens qui s'engagent donc vont rentrer dans le bataillon des îles du Pacifique, alors qui s'appelle aussi bataillon des tirailleurs des îles du Pacifique, où il n'y a pour l'instant que des Kanaks. Il y aura dans l'avenir 17 Indochinois par exemple, il y aura un Wallisien, il y aura également un peu plus de 200 Tahitiens qui seront recensés à Nouméa, puisqu'ils sont venus de Tahiti pour prendre le bateau ici. Donc on a un certain nombre d'hommes qui ne sont pas des Kanaks à l'intérieur du bataillon du Pacifique. Et le nom va évoluer lorsqu'en 1917, ce bataillon qui n'était au départ qu'un bataillon d'étape, c'est-à-dire un bataillon d'ouvriers, des hommes destinés à être cantonniers, à être installateurs de fils électriques, ils creusent des tranchées, ils réparent des tranchées aussi, etc. Eh bien, on va
on va les utiliser donc à partir de mars 1917 comme de véritables soldats. Donc 1917, c'est vraiment le moment où on a besoin de beaucoup d'ouvriers à l'arrière du front et puis de beaucoup de soldats pour aller au front. Le Parlement va organiser la réunion de ce bataillon du Pacifique en y mettant des créoles, généralement les plus jeunes, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont frais en quelque sorte, avec les tirailleurs kanaks. On demande encore des indigènes calédoniens. La dépêche ministérielle ne fixe pas le chiffre à recruter, mais mentionne que les tirailleurs du Pacifique ayant donné toute satisfaction, les autorités devront envoyer un deuxième contingent. C'est écrit de Saint-Raphaël. Donc, s'ils sont à Saint-Raphaël, ils ont été un peu éparpillés. Parce que cette lettre, c'est du 9 septembre, écrite de Marseille. Et celle-ci, elle a été écrite à Saint-Raphaël. Missima, madame, monsieur et madame. Petit, je vous écris cette lettre. Ces lettres et cartes postales, écrites depuis plusieurs villes différentes, sont le reflet de l'état d'esprit de leurs auteurs envers le pasteur Lénart et sa femme. Paipani, nouveau frère du Pacifique. Nane Geine na Ataneni Karaji. Parle de l'histoire, ce qui s'est passé à Karaji. Nous sommes partis de Karaji. Gondo. Ça parle beaucoup de religion parce que ce sont des gens convertis. Ils parlent beaucoup de religion et puis de leur vie passée qu'ils ne vont pas retrouver parce qu'ils sont libérés. Ça veut dire qu'il est content de le dire à celui qui lui a ouvert les yeux pour eux. C'est un peu grâce à vous que nous sommes pour connaître la France et que c'est que nous ne sommes plus comme avant. Il parle de beaucoup de religion, beaucoup de religion. Alors, les tirailleurs kanaks donc, ne vont aller vraiment au front, finalement, qu'à partir de juillet 1918 jusqu'en octobre 1918. La plupart meurent au départ de maladies. Ils arrivent du Pacifique où il y a encore des maladies qui n'ont pas immunisé les hommes. Lorsqu'ils sont ouvriers dans la zone du front, eh bien, ils inhalent parfois des gaz, ce qui ranime parfois de vieilles tuberculoses, des maladies respiratoires. Les soldats qui meurent au front, c'est vraiment de juillet 1918 à octobre 1918. Avant notre départ pour la tranchée, nous faisions fréquemment un exercice complètement nouveau. Il consiste à s'appliquer le tampon masque sur la figure très rapidement. On nous donne 20 à 30 secondes, car il faut à peine 1 minute pour que la nappe gazeuse arrive aux premières lignes, et une bouffée suffit pour asphyxier. Alors, ils se sont fait remarquer, en particulier pour leur vaillance, pour leur force physique, pour leur obéissance aussi. Dans les rangs du bataillon du Pacifique, il n'y a pratiquement pas eu de déserteurs. Ceux qui ont déserté, c'est quand ils étaient sur la Côte d'Azur. Il y a eu très très peu de punitions, mais c'était donc des hommes qui ont eu une attitude extrêmement remarquable. Et ce qui montre que le bataillon du Pacifique a eu une attitude tout à fait vaillante, c'est qu'il est, je dirais, un des rares à avoir eu une citation pour l'ensemble du bataillon, donc pour la 10e armée. Kalepo est parti donc en novembre 1917. C'est un des derniers qui est parti avec ses camarades.
Et tout de suite, il a été versé donc au bataillon mixte du Pacifique avec les créoles, avec les Tahitiens, et envoyé sur le front. Alors, là où on peut voir qu'il faisait partie des soldats vraiment vaillants, hein, comme on disait à l'époque, c'est que les médailles qu'il a obtenues, il les a obtenues en juin-juillet. Bon fusil mitrailleur, a fait preuve du plus grand sang-froid au cours des bombardements et tirs de barrage subis par le 6e régiment les 28-29 août 1918. Croix de guerre, étoile de bronze. Donc on arrive à la fin du mois d'octobre, on peut dire. Et là, le bataillon au complet est réuni. Et pour la première fois, il va combattre sur une ligne de front entièrement réunie. Et c'est là que Kalepo donc, va perdre la vie dans la défense du village de Velle-et-Caumont, qui est le front de la ligne Unding, c'est-à-dire la dernière ligne de protection que les Allemands avaient installée dès 1914 d'ailleurs, en vue de s'emparer de Paris. Et en réalité, ils n'ont jamais pu dépasser cette ligne-là. Et les derniers combats donc, ont lieu sur l'Aisne. On l'appelle aussi parfois la bataille de la Marne, la bataille du Matz. Et ce qui fait qu'on a eu des difficultés à bien se représenter à quel moment le bataillon du Pacifique avait combattu vraiment à égalité avec les autres régiments. C'est parce que depuis l'arrivée du bataillon, les soldats étaient prêtés à des régiments d'infanterie coloniale. Il y en avait 6 d'un côté, 10 de l'autre, etc. Donc j'ai eu énormément de difficultés à récupérer à partir des noms où ils étaient allés, quand ils étaient allés, à quel moment ils étaient véritablement allés sur le front. Et donc Kalepo fait partie de ceux qui sont les derniers partis. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'elle est tombée à 1 ou 2 jours quoi, de l'armistice, quoi, ouais, de la fin de la guerre. Quoi, ouais. Voilà. On a fini par trouver la trace. Et à l'occasion de voyage administratif, on est allé, moi et ma femme et les enfants, on est allé jusqu'au lieu. Donc on a localisé à peu près le département. On est tombé sur un village qui s'appelle La Désolation. Au milieu du village, il y a un monument. Et quand on a regardé le monument, c'est la liste des soldats calédoniens qui sont tombés. Et on a vu Kalepo. Et on est sorti du village de La Désolation. On est tombé pile poil sur la nécropole militaire. 100 ans après, on est là. Puis c'était beau parce que c'était l'hiver, tout est blanc. Dans le silence de ce matin, mon fils, Yoné, a crié « Papa, c'est ici ». On est tous allés, on est devant la tombe du grand-père. On ne savait pas quoi dire. J'ai proposé qu'on chante un chant. On était tous émus. C'est important de ramener grand-père à la maison. C'est important qu'il soit enterré à Tiga. Voilà. Ça a pris 3 ans. Ouais. Il y a une organisation générale
c'est qu'on ne peut pas s'en passer pour amener le corps. Et il y a ce qui nous appartient à nous. Voilà. Et c'est par coïncidence que ça, dans l'organisation militaire, il y a toujours ceux qui portent le cercueil, puis un qui dit que ben, c'était notre petite fille qui était au SMA. Donc, le hasard fait bien les choses, quoi. C'est une manière de lui rendre hommage pour ça, quoi. Déjà ça. Et puis, j'arrive dernièrement de Tiga. J'ai fait un petit tour là-bas au cimetière. Bon. Ça tombe, il est là. On va dire, il y a peut-être un siècle qui nous sépare, mais je veux dire, fond de ma pensée, je lui parle, il me parle. Puis après, je continue ma route pour vers demain, vers après-demain, mais il est là. Quoi. On a réussi un peu l'impossible, mais aussi pour nos enfants. Ils savent que leur arrière-grand-père, il est là, il y repose à Tiga. Si Kalepo repose aujourd'hui sur la terre de ses ancêtres, Ouaga ne la reverra jamais. Son frère Samuel rentre seul au pays et est engagé par la SLN. La suite de cette histoire d'histoire, consacrée aux soldats indigènes, c'est samedi prochain à 19h sur Calédonia.